Ah, donc je vois qu'il y a déjà du monde qui commence à nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Euh, Bonjour, d'abord bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire mise à jour sur la tuberculose en Afrique subsaharienne. Le webinaire est organisé par Solutions en santé CALKIS Health Solutions en marge de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui a eu lieu le 24 mars. Je m'appelle Anifa Kala et je suis la fondatrice de Solutions en santé CALKIS Health Solutions. Comme vous le savez probablement, le thème de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose cette année était « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement ». La tuberculose est un problème de santé publique, un problème majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, près de 3 millions de personnes ont contracté la maladie en 2023. Alors agir concrètement contre cette maladie demeure une nécessité et pour contribuer à cette lutte en tant que professionnel de santé, il est important de continuellement mettre ces connaissances à jour en se basant sur les recommandations et les évidences les plus récentes. C'est ainsi que l'objectif principal de ce webinaire est d'apporter une mise à jour sur la tuberculose en Afrique subsaharienne. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir 3 professionnels de santé avec des expertises et des expériences différentes et complémentaires à la fois pour pouvoir nous mener dans cette démarche de mise à jour de nos connaissances dans la symptomatologie, le diagnostic, le traitement et la prévention de la tuberculose en 2025. Donc, avant d'inviter le premier panéliste à prendre la parole, je voudrais juste vous inviter l'audience à commenter ou poser vos questions via la fenêtre de chat qui vous est disponible. Les questions seront répondues à la fin des 3 interventions. Donc, je vais maintenant, sans plus tarder, donner la parole à Dr Papa Masserine Soumaré. Dr Soumaré est un médecin sénégalais spécialisé en pneumophysiologie. Il est actuellement praticien hospitalier au Centre hospitalier national universitaire de Fann à Dakar. Et dans sa pratique, Dr Soumaré prend en charge diverses affections respiratoires, aussi bien d'origine non infectieuse qu'infectieuse, telles que la tuberculose. Donc, Dr Soumaré va nous parler de la clinique et du diagnostic de la tuberculose. Bienvenue, Dr Soumaré, et merci d'être là avec nous aujourd'hui. À vous la parole. Merci beaucoup, Dr Anifa. Merci à CALKIS Health Solutions pour cette belle initiative que vous avez eue en nous réunissant ici autour d'un thème très important qui est la tuberculose, qui pose un problème réel de santé publique. Nous saluons également nos aînés avec qui nous partageons ce webinaire, en l'occurrence Dr Eleonore et Dr Michel. Recevez mes salutations. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre présentation qui portera sur les aspects cliniques et les outils de diagnostic de la tuberculose. Comme vous le savez, dans le cadre de la stratégie NTB, le diagnostic fait partie même des piliers de cette stratégie, parce que plus tôt on diagnostique la maladie, mieux c'est. C'est ce pourquoi nous devons tout le temps nous efforcer à faire ce diagnostic le plus précocement pour une meilleure prise en charge. Donc, je vais partager l'écran pour que la présentation puisse être vue, qu'on puisse démarrer. Parce que c'est bon. Vous voyez l'écran? C'est bon? Vous voyez la présentation? Oui, oui, on le voit. Super. Donc, je vais enchaîner en démarrant
vous parler des aspects cliniques et diagnostiques de la tuberculose. Donc, pour ce faire, nous vous proposons le plan qui est le suivant. Dans un premier temps, nous allons parler des généralités sur la tuberculose. En second lieu, dérouler les aspects cliniques et éventuellement radiologiques de la tuberculose. Ensuite, parler des outils de diagnostic de la tuberculose en allant de la microscopie jusqu'au séquençage, en passant bien évidemment par les tests génotypiques avant de conclure. Donc, nous pouvons dire en guise de généralité que la tuberculose est une maladie infectieuse bactérienne endémique à déclaration obligatoire due au Mycobacterium tuberculosis, qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de bacille de Koch, et dont la transmission se fait essentiellement par voie aérienne. Alors, quel est l'intérêt d'étudier cette maladie? Il faut savoir que c'est une maladie qui est très ancienne, historique, décrite depuis l'Antiquité, momie égyptienne. C'est une maladie qui peut toucher tous les organes du corps humain, avec en premier lieu le poumon, mais il faut savoir que c'est la forme pulmonaire qui est la forme contagieuse, donc responsable de la transmission de la maladie dans la communauté. Son diagnostic doit être précoce et cette précocité du diagnostic présage d'un bon pronostic car cela va minimiser, n'est-ce pas, les séquelles, notamment sur le plan respiratoire. Mais on est confronté à certains challenges avec l'émergence de souches résistantes aux antituberculeux de première ligne, faisant état de la tuberculose multirésistante ainsi que de ses définitions opérationnelles de pré-XDR et de tuberculose ultra-résistante. Alors, sur le plan épidémiologique, on peut dire déjà que la tuberculose pose un problème mondial de santé publique. Il s'agit de la première cause de décès avant l'avènement, bien évidemment, de la pandémie au COVID-19. C'était la première cause de décès imputable à un agent infectieux unique devant le VIH-Sida. Et les principaux déterminants dans la survenue de cette maladie étaient la pauvreté, la dénutrition, l'infection à VIH, la consommation de tabac, mais également le diabète. Alors, si donc des avancées doivent être vraiment faites dans le cadre de la recherche pour mettre fin à cette épidémie, cette pandémie de la tuberculose, si j'ose dire, et qui sait même dans la conceptualisation même d'un nouveau vaccin, par exemple. Alors, dans le monde, selon les chiffres de l'OMS en 2023, qui faisait état de la situation de 2022, 10,6 millions de personnes étaient atteintes et avec un taux de décès qui se chiffrait à 1,1 million de décès, soit une personne mourait toutes les 20 secondes de la tuberculose. Et ça, c'est un problème réel qu'il faudra prendre. Et sur le plan de la notification, le taux de notification chez les patients vivant avec le VIH-Sida tournait autour de 7,7% des cas. Alors, qu'en est-il en Afrique subsaharienne? Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, selon les mêmes données de l'OMS concernant la région africaine, 2,5 millions de cas incidents étaient notés, plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Et ils étaient tous répartis en Afrique du Sud, au Lesotho, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Et parmi ces 2,5 millions de cas incidents, le taux de co-infection avec le VIH tournait autour de 20%. Et une personne mourrait, n'est-ce pas, par minute de tuberculose. Qu'en est-il du Sénégal? Pour le cas du Sénégal, le taux d'incidence était à 112 patients pour 100 000 personnes. D'accord? Et la mortalité était de 15 pour 100 000. Et le nombre de cas attendus en 2023 se chiffrait à 20 446 cas, mais seuls 16 656 ont été notifiés, donc avec un taux de couverture de 81%, soit 19% manquant. Et ceci nous pousse à faire des efforts dans la recherche opérationnelle et dans le diagnostic précoce de ces cas attendus. Et ces 83%, n'est-ce pas, de couverture étaient attribués aux districts sanitaires qui étaient à forte charge morbide.
Toujours au Sénégal, la co-infection TB-VIH, n'est-ce pas, par rapport aux données de 2023, c'est chiffré à 4%. Et les 4 déterminants, moi j'ai retrouvé, étaient la sous-alimentation, l'infection à VIH en soi, le diabète et le tabagisme. Ainsi, il a été noté quand même un taux plus ou moins satisfaisant de 90% de succès thérapeutique. Alors, l'histoire naturelle de la tuberculose, on va essayer d'y aller rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la tuberculose, la contamination se fait au niveau communautaire. À travers un sujet contagieux, donc bacillifère, un autre sujet indemne, appelé sujet contact, va recevoir le bacille de Koch via la contamination aérienne. Cette contamination aérienne se fait soit par une toux, soit par de l'éternuement, soit une expiration forcée, mais qui va aérosoliser l'environnement via ce qu'on appelle les gouttelettes de flux. Ce sujet contact va contracter ce qu'on appelle une infection tuberculeuse, qu'on appelait avant sous le nom de primo-infection tuberculeuse. À partir de ce moment, deux modalités sont possibles. Soit, n'est-ce pas, l'infection tuberculeuse est latente, c'est-à-dire le malade ne se plaint absolument de rien, ou alors elle se manifeste par des symptômes qui peuvent ressembler un peu à ceux de la tuberculose maladie, qui fait l'objet de notre présentation. Maintenant, lorsqu'on parle de l'infection tuberculeuse latente, le malade ne se plaint absolument de rien, mais à l'occasion d'une immunodépression, quelle qu'elle puisse être, ça peut être un diabète, ça peut être un VIH, ça peut être le grand âge, parce que quand on prend de l'âge aussi, le système immunitaire fléchit un peu, le malade fait sa tuberculose maladie qui peut se localiser aussi bien au niveau des poumons qu'au niveau des autres organes extra-pulmonaires. Ou alors, le malade peut d'emblée passer d'une primo-infection tuberculeuse patente rapidement vers une tuberculose maladie et devenir à son tour un sujet contagieux. Et c'est ça qui permet de maintenir la chaîne de transmission dans la communauté. Alors, quels sont les aspects cliniques? Nous allons parler bien sûr des aspects cliniques, mais éventuellement de quelques aspects radiologiques, sachant qu'aucune image radiologique n'est spécifique d'une affection respiratoire donnée. Mais quand même, c'est juste dans le but de partager un peu notre expérience en tant que clinicienne. Alors, nous pouvons déjà dérouler les signes cliniques de la tuberculose pulmonaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les signes de la tuberculose pulmonaire ne sont pas du tout spécifiques. Le malade peut venir en présentant plusieurs tableaux cliniques qui font penser à d'autres affections. Ce sont des signes qui sont non constants, car pouvant être absents. L'installation est souvent progressive, mais aussi témoignant d'une chronicité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, nous avons émis ce qu'on appelle une définition opérationnelle consistant à parler de cas présumés de tuberculose, c'est-à-dire une personne qui tousse depuis au moins 15 jours et plus sera considérée comme un malade potentiellement tuberculeux, et là, le screening pourra être enclenché et la recherche de la tuberculose doit se faire systématiquement. C'est ça notre définition opérationnelle au Sénégal, une toux qui évolue depuis 15 jours ou plus. Alors, quels sont ces signes cliniques? Alors, ces signes cliniques sont nombreux, non spécifiques, mais ce sont les symptômes que l'on retrouve le plus souvent. Le malade, il va tousser, donc ce sera une toux qui sera quinteuse, souvent sèche au début, puis secondairement pourra ramener des crachats d'abondance et d'aspect variable. Le malade va vous dire, au début, je ne sortais pas de glaire, mais maintenant, je commence à avoir des crachats. C'est une toux qui déclenche une douleur thoracique qui est souvent décrite par le patient comme une douleur à type de point de côté. Il va vous dire que c'est mon côté droit ou mon côté gauche qui fait mal, et c'est une douleur qui est accentuée par la toux. Il arrive des moments aussi que le malade crache carrément du sang au décours de cet effort de toux, et c'est souvent même le motif de consultation. Souvent, les malades peuvent passer beaucoup de temps à tousser, cela ne les inquiète pas, jusqu'au moment où ils commencent à avoir du sang dans les expectorations, et c'est ça qui les alerte un peu, ils prennent peur et ils viennent pour une consultation. Dans les cas où quand même la forme est étendue, le malade peut être carrément dyspnéique,
hein, il peut être essoufflé jusqu'à entrer dans un tableau de détresse respiratoire. Mais tous ces signes fonctionnels respiratoires baignent dans un contexte de fièvre. Et ce n'est pas n'importe quel type de fièvre, c'est une fièvre qui survient souvent la nuit avec beaucoup de sueur, des sueurs profuses qui baignent carrément le patient. Donc tout ça, ce sont des signes que l'on peut observer dans la tuberculose, sans oublier bien évidemment l'amaigrissement. Donc le malade, il vous dira, docteur, j'ai perdu à peu près une dizaine de kilos dans les 3 derniers mois. Et ce sont des signes qu'il faudra vraiment prendre en compte dans les critères diagnostiques cliniques de la tuberculose. Et lorsque cet amaigrissement était associé à la fièvre et aux sueurs nocturnes, c'est ça qu'on appelait dans le jargon médical des signes d'imprégnation tuberculeuse, qui sont tout aussi non spécifiques que les autres. Mais ce sont des signes qui doivent nous faire penser aux symptômes de tuberculose. Donc, il faut savoir que cette tuberculose aussi implique des anomalies au niveau radiologique, mais comme je l'ai dit tantôt, aucune image radiologique n'est pathognomonique, c'est-à-dire n'est spécifique de tuberculose pulmonaire. Mais certaines parmi elles peuvent nous faire évoquer, n'est-ce pas, la tuberculose, au cas où, par exemple, les moyens de diagnostic bactériologique se trouvent être difficiles d'accès ou en tout cas peu contrôlatifs. Donc, les images sont les plus typiques, ce sont les nodules, hein, d'accord. Au niveau du parenchyme pulmonaire, le malade peut présenter des opacités arrondies, qu'on appelle des nodules, qui ont la particularité d'être confluentes, donc de se regrouper en amas, que l'on voit ici, qu'on appelle des infiltrats. Et comme on sait que c'est une maladie où il y a une nécrose parenchymateuse de type caséiforme, la nécrose va se passer et le malade aura au niveau de ses poumons des cavités qu'on dénomme sous le terme de caverne. Donc là aussi, il faut savoir que aussi, ce sont des lésions qui siègent préférentiellement au niveau des zones supérieures des poumons, notamment les segments apicaux, dorsaux, n'est-ce pas, ou bien les segments apicaux des lobes inférieurs. Et ceci n'est pas anodin parce que le BK en lui-même est un germe qui est aérobie strict, donc ne peut vivre qu'en présence d'oxygène. Et comme sur le plan anatomique, le poumon est le plus... Au niveau des segments apicaux des poumons, l'oxygène est plus important là-bas, donc ils sont mieux ventilés au niveau des apex. Bien évidemment, le BK va préférentiellement se loger au niveau des zones apicales. Et donc, c'est ce qui va donner les images radiologiques que nous allons décrire successivement. Ici, c'est une image de scanner qui est vraiment très discrète. Hein. Vous voyez ce foyer d'infiltrat qui regroupe un peu une petite cavité au niveau du lobe supérieur dans son segment postérieur. Il y va de même pour cette image que vous voyez aussi, cette cavité à paroi épaisse et à contenu exclusivement aérique au niveau du segment apicaux des lobes supérieurs. Vous voyez aussi cette même image qui est plus discrète sur une radiographie thoracique qui est infiltrative et au sein de laquelle il y a également une cavité qui est là. Cette même cavité peut se retrouver et peut avoir de diverses tailles. Hein. Donc, c'est juste un but indicatif. Ce sont des radios qu'on a tirées du service de pneumologie de l'hôpital de Fannes chez des patients qu'on a eu à suivre et qui sont venus dans un tableau grave. Là aussi, on a les mêmes lésions cavitaires. Là, c'est une atteinte du lobe supérieur droit avec 2 grosses cavités et même des lésions de l'autre côté au niveau du lobe supérieur. Vous voyez, ici, les lésions siègent au niveau du lobe supérieur gauche. Et regardez, c'est ce qu'on appelle une image en raquette de tennis. Donc, c'est une cavité qui se jette dans une branche. Et ce sont des malades qui sont très, très, très bacillifères. Donc, ce sont des malades qui sont vraiment très contagieux. On a ces images-là, on présente déjà que le malade a dû essaimer le BK un peu partout autour de lui. Alors, ça, ce sont les formes typiques qu'on connaît, mais il faut savoir que la tuberculose aussi admet des formes cliniques, donc avec une présentation différente. Le malade peut venir dans un tableau de pneumonie bactérienne carrément, c'est-à-dire le tableau est aigu, en moins d'une semaine, le malade commence à présenter des symptômes respiratoires.
et c'est ce qu'on appelle la forme pneumonique de la tuberculose ou pneumonie aiguë tuberculeuse. Dans d'autres cas, le tableau est toujours aigu, mais avec une présentation radiologique différente, avec des opacités. Les opacités nodulaires dont je parlais tout à l'heure peuvent essaimer tout le champ pulmonaire et être diffuses. C'est ce qu'on appelle la miliaire tuberculeuse. Cependant, il y a un cas qui est assez spécifique. C'est le cas où le malade vient dans un tableau avec des symptômes insidieux où on pense que peut-être c'est un cancer du poumon qui se cache derrière. On fait un scanner, on trouve que vraiment l'anomalie ressemble beaucoup plus à une masse. Et on fait une biopsie, souvent scanoguidée parce que la lésion n'est pas proche de la paroi, et on tombe sur ce qu'on appelle la tuberculose dans sa forme pseudotumorale. Donc, elle peut mimer même un cancer du poumon. Donc, c'est une très grande simulatrice. Alors, à côté de cette forme pulmonaire, nous avons aussi des localisations extrapulmonaires. Donc, la tuberculose extrapulmonaire est une forme qui touche un organe autre que le poumon, avec des manifestations cliniques qui dépendent de la localisation, une symptomatologie souvent chronique qui accompagne aussi les signes d'imprégnation tuberculeuse. Mais la particularité de ces formes extrapulmonaires, c'est que ce sont des formes dont la confirmation bactériologique est parfois difficile, et parfois même, on a même recours à faire de l'histologie sur des prélèvements de biopsie de ces divers organes atteints. Nous allons les passer en revue rapidement. Ici, nous avons une tuberculose à localisation neuroméningée, n'est-ce pas, qui peut se manifester de diverses façons. Le malade peut venir dans un tableau de convulsions, de troubles de la conscience, de troubles de la mémoire, accompagnant les signes d'imprégnation tuberculeuse. Lorsqu'on fait peut-être le GeneXpert du liquide céphalorachidien, on peut trouver le diagnostic. Ça, c'est une localisation de la tuberculose au niveau du péricarde, mais également au niveau de la cavité pleurale. Donc, c'est une tuberculose pleuro-péricardique. Donc, c'est une tuberculose qui peut toucher aussi bien le péricarde que la plèvre. Ici, nous avons une tuberculose à localisation ganglionnaire avec cette adénopathie cervicale inflammatoire fistulisée que vous voyez ici et qui également témoigne de la localisation de la tuberculose au niveau des ganglions. Là, c'est une image de laparoscopie, n'est-ce pas, célioscopie avec le liquide péritonéal, donc chez un patient qui a une tuberculose péritonéale avec des granulations que vous voyez ici. Au niveau de la peau aussi, la peau n'est pas épargnée. On a la tuberculose scrophulodérme qui peut être retrouvée chez ces patients, sans oublier bien évidemment la spondylodicite tuberculeuse, qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de mal de côte, avec une atteinte disco-vertébrale parfois très invalidante et parfois paralysante. Alors, tout ceci ne constitue que les formes les plus fréquentes, mais comme je vous l'ai dit, la tuberculose peut toucher beaucoup d'autres organes et même la moelle osseuse, donnant un tableau d'aplasie médulaire. Alors, quels sont les outils du diagnostic de la tuberculose? D'abord, nous commençons par la microscopie. La microscopie a été longtemps utilisée pour le diagnostic de la tuberculose, mais cependant, elle a perdu sa place avec l'apparition de nouveaux tests, notamment les tests de diagnostic moléculaire en première intention avec le GeneXpert. Mais elle reste toujours utilisée dans certains pays parce que son coût reste quand même assez accessible et elle est recommandée dans le contrôle bactériologique au 2e, 5e et au 6e mois chez les patients suivis pour une tuberculose pharmacosensible. Et elle se fait selon 2 modalités de coloration. Nous avons la coloration de Ziehl-Neelsen et la coloration à l'oramine avec une méthode de fluorescence qui semble plus sensible que la méthode de Ziehl-Neelsen. Alors là, nous vous projetons un peu les résultats au visuel des 2 types de coloration de la microscopie. Pour la méthode de Ziehl-Neelsen, les bacilles vont apparaître sous forme de bâtonnets de couleur mauve, à comparer à la fluorescence à l'oramine, où les bacilles vont apparaître de façon réfringente. Alors, deuxième outil de diagnostic, ce sont les tests génotypiques. Parmi les tests génotypiques, ils sont très nombreux. Nous avons le GeneXpert, le GeneXpert MTBRIF Ultra.
Le GeneXpert est une méthode moléculaire donc, qui assure une amplification en temps réel permettant la détection de l'ADN du Mycobacterium tuberculosis dans un échantillon. Et il essaie également d'en apprécier la sensibilité à la rifampicine. Donc, elle est utilisée dans le diagnostic initial de la tuberculose avec une détection de la résistance à la rifampicine. Donc, ça, ce sont les machines de GeneXpert disponibles dans notre pratique courante avec cet appareil muni de pochette dans lesquels on insère les cartouches, n'est-ce pas, et connecté à l'ordinateur et à son logiciel. Là, de façon plus détaillée, nous avons l'introduction de la cartouche que vous voyez ici, qui sont des cartouches conçues selon, bien sûr, les objectifs par rapport à la sensibilité à la rifampicine ou à d'autres. Cela dépend que l'on soit devant un GeneXpert MTB Filtra ou bien un XDR. Donc, c'est une technique d'examen qui est recommandée par l'OMS pour le test initial de la tuberculose. Donc, de façon vraiment pragmatique, tout liquide biologique peut faire l'objet d'études du GeneXpert, sauf le sang, bien sûr, les expectorations, le liquide pleural, le liquide céphalorachidien. Donc, on le mélange avec un solvant qu'on va mettre dans la cartouche et cette cartouche sera insérée dans la machine, puis analysée. Au bout d'1h30, les résultats seront disponibles. Et quels sont les résultats? Deux objectifs. Détection du Mycobacterium tuberculosis et détection d'une résistance à la rifampicine si ce dernier se trouve être présent. Donc, la machine pourrait vous montrer un tuberculosis detected en rouge pour vous montrer que vraiment on a détecté l'ADN du Mycobacterium tuberculosis, ou alors not detected, ça va apparaître en vert. Maintenant, la richesse en bacilles sera quantifiée et calibrée selon low, medium ou high, c'est-à-dire la teneur en bacilles. Mais elle va vous signaler également la résistance à la rifampicine en vous disant RIF, resistance detected en rouge ou alors not detected en vert. Alors, en termes d'avantages, c'est un examen qui est rapide car pouvant se faire en moins d'1h30, facile à réaliser, permettant de différencier le complexe tuberculosis des autres mycobactéries avec une sensibilité supérieure à la microscopie. Permet également la détection de la résistance à la rifampicine. Bon, c'est relativement coûteux et nécessite de l'énergie électrique stable. Donc, quand on l'installe dans certaines zones reculées où peut-être l'électrification locale n'est pas ouverte à 100%, cela peut poser quelques problèmes. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 73 appareils de GeneXpert répartis dans tout le territoire national au Sénégal. Et ce sont même des appareils qui peuvent être optimisés pour le VIH et pour le Human Papillomavirus. Le TrueNAT, deuxième examen test génotypique, qui se rapproche à peu près du GeneXpert, à peu près qui utilise les mêmes modalités à quelques différences près, aussi est une technique très intéressante qui pourrait venir en adjonction à l'arsenal diagnostique du GeneXpert. Donc, il est recommandé aussi, au même titre que le GeneXpert, pour le diagnostic initial de la tuberculose, permet aussi de supplanter la microscopie et la culture, mais aussi de tester aussi la résistance à la rifampicine. Donc, en termes d'avantages, il est plus rapide que le GeneXpert. Donc, en moins d'1 heure même, on peut aller faire la technique, la détection de la résistance à la rifampicine aussi, et inclus dans ce package de TrueNAT, mais c'est un équipement qui est peu sophistiqué, avec une exigence moyenne quand même en énergie électrique. Actuellement, une étude pilote est prévue au 2e trimestre de cette même année avec une phase test de cet appareil. Donc, ce n'est pas encore entré en vigueur. Donc, nous sommes au stade d'étude pilote par rapport à cette technique de TrueNAT. Troisième test génotypique, nous avons le LPA, qu'on appelle le Line Probe Assay, ou test de Hein, qui est un test utilisé aussi pour la détection d'une résistance supplémentaire aux antitubercules. Donc, c'est une technique diagnostique génotypique qui utilise des sondes à ADN, d'accord, qui sont des tests basés par des bandes d'ADN qui détectent des mutations associées à la résistance aux médicaments. Donc, cette détection peut se faire soit directement en liant le produit de l'amplification de l'ADN à des sondes ciblant la mutation, ou alors de façon indirecte par l'absence de liaison de ces sondes, n'est-ce pas, de type sauvage correspondant.
Alors, en termes d'avantages également, ce sont les mêmes avantages que pour le GeneXpert et pour le TrueNAT, mais la différence, c'est qu'en plus de la résistance à la rifampicine, le LPA teste aussi la résistance à l'isoniazide, chose qui est assez intéressante. Mais la grande difficulté, c'est que c'est un test qui prend quand même beaucoup de temps, c'est 1 à 2 jours, et nécessite quand même un personnel très qualifié. D'accord? Et donc, cela pourrait constituer quand même un frein. Mais quand même, il est disponible au niveau du laboratoire national de référence du PNT au Sénégal. Après le LPA, nous avons le GeneXpert MTB XDR qui est exclusivement réservé au diagnostic de tuberculose ultra-résistante. Donc, c'est un test moléculaire automatisé de faible complexité pour la détection de la résistance à l'isoniazide et aux médicaments de deuxième ligne. Donc, il utilise une cartouche qui est conçue, qui est conçue pour la détection de la résistance, aussi bien à l'isoniazide, au fluoroquinolone, à l'éthionamide et aux médicaments injectables de deuxième ligne. Il est aussi disponible, il y a, je pense, un seul appareil actuellement disponible au laboratoire national de référence du PNT. En termes d'avantages, c'est une technique qui prend moins de 90 minutes, détecte presque tous les antibiotiques que j'ai cités au-dessus, mais cependant, il faut une maintenance régulière parce que c'est un appareil muni de modules à 10 couleurs. Il faudra tout le temps une maintenance qui est quand même coûteuse. Voilà. Donc, d'autres tests existants, mais qui sont relativement rares et les trois quarts n'existent pas au Sénégal. Il y a peut-être le COBAS qui est en phase d'étude pilote. Voilà, ça c'est juste information. Alors, à côté des tests génotypiques, nous avons les tests phénotypiques avec comme chef de file la culture. La culture est le test de sensibilité phénotypique. C'est la méthode de référence actuelle pour la confirmation bactériologique de la tuberculose. C'est la culture sur milieu liquide. Maintenant, elle peut se faire selon deux modalités. Nous avons les milieux conventionnels solides qui ont quand même tendance à être de plus en plus abandonnés du fait de la durée, n'est-ce pas, de la culture. Ça prend beaucoup de temps et cela peut quand même entraîner un diagnostic. Donc, ça, c'est la méthode du milieu de Lowenstein-Jensen, qui est le milieu solide, qui a été initialement utilisé pendant longtemps dans le diagnostic à la culture, mais de plus en plus, on utilise les milieux solides avec le MGIT. L'avantage, c'est que c'est le test de référence et c'est le test qui est recommandé pour le suivi des malades TBMR, d'accord? Donc, dans le cadre de leur contrôle, c'est la culture fait le plus souvent. Il est long quand même, coûteux, et nécessite aussi un personnel qualifié. Le séquençage, c'est la dernière technique typique. Alors, le séquençage de l'ADN utilise, n'est-ce pas, le séquençage de nouvelle génération. Donc, c'est une méthode quand même qui est prometteuse, qui permet la détection rapide des mutations associées à la résistance, avec de nombreux médicaments antituberculeux. Donc, il y en a de deux autres. Nous avons le diplex MyTB, qui est disponible dans le commerce, qui permet de prédire la résistance à 15 médicaments antituberculeux, avec un délai d'exécution de 48 heures. Il y a le NanoTB aussi, qui peut détecter jusqu'à 11 médicaments, n'est-ce pas, qui sont disponibles. Mais actuellement, on est au stade de protocole au Sénégal, avec un partenariat avec l'IRSF. En termes d'avantages, c'est un test qui est sensible et très spécifique et qui fournit beaucoup d'informations sur les mutations et le type, mais aussi la phylogénétique carrément des cas. Donc, globalement, voici un peu les outils diagnostiques qu'on avait eu à faire état par rapport à cette maladie qui pose un problème de santé publique. Donc, ce qui nous amène à conclure rapidement pour ne pas empiéter sur le temps, en disant que la tuberculose reste toujours un problème majeur de santé publique, dont le diagnostic constitue un pilier fondamental de la stratégie NTB. C'est un diagnostic qui doit être précoce pour un meilleur pronostic, mais c'est une maladie qui fait intervenir des techniques diagnostiques les plus sophistiquées les unes que les autres,
mais il se pose un problème d'accessibilité dans certaines régions en Afrique et la perspective dans la recherche doit être axée vers le développement d'un vaccin. Et donc, c'est sur ces mots, avec le slogan de la Journée mondiale de la tuberculose du 24 mars 2025, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Et j'ajoute en disant que s'engager, investir et agir. Et c'est sur ce mot-là que je vous remercie. Bien. Merci beaucoup, Dr Soumaré, pour cette présentation vraiment très exhaustive des aspects cliniques et diagnostiques de la tuberculose. Donc, maintenant que nous comprenons un peu mieux, je pense, ou même bien mieux, comment cette maladie se présente, nous allons parler de son traitement. Et pour cela, je vais maintenant inviter notre deuxième panéliste, Dr Michel Kassoa-Kayomo. Dr Kassoa est un médecin congolais avec près de 25 ans d'expérience dans le domaine des maladies infectieuses, dont la tuberculose en particulier. Dr Kassoa est à la fois un clinicien, microbiologiste et chercheur. Il a notamment réalisé la première enquête nationale sur la pharmacorésistance aux médicaments antituberculeux en République démocratique du Congo. Il a aussi été directeur du programme national de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo de 2017 à 2024. Il est actuellement conseiller technique au bureau du secrétariat général au sein du ministère de la Santé de la RDC. Bienvenue, Dr Kassoa, et merci pour votre présence aujourd'hui. À vous la parole. Je vais partager tout de suite l'écran pour qu'on ait accès à votre présentation. Bonjour à tout le monde. Et selon la région où vous vous trouvez, soit le matin ou l'après-midi, bon après-midi, voilà. Comme Dr Kala vient de le dire, je suis le professeur Michel Kassoa et je vais vous faire la présentation sur le traitement de la tuberculose. Dr Kala va pouvoir partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Oui, mais pas encore la présentation. OK. On voit la mise à jour. Je vais reprendre le partage. Clarité, puis reprendre. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est toujours la première page. Maintenant, on peut peut-être aller sur la présentation elle-même. Voilà, c'est là, ça vient. Très bien, merci. Désolé pour ce petit désagrément. Allons-y. La suivante. Donc, voici le plan de notre présentation. Nous allons démarrer par le profil de la tuberculose en République démocratique du Congo. Ensuite, nous irons dans le vif du sujet. Nous allons vous entretenir sur le traitement de la tuberculose. Premièrement, les principes, les régimes thérapeutiques pour les cas, on va dire, les cas les plus nombreux, mais aussi pour les cas spécifiques, les cas particuliers. Ce qui est une bonne trouvaille du programme tuberculose à travers le monde, c'est l'organisation et le suivi des malades, les issues thérapeutiques. Nous parlerons des innovations dans le traitement de la tuberculose, les défis, les opportunités, les perspectives pour le traitement en Afrique subsaharienne. En guise d'introduction, comme vient de le dire mon prédécesseur, la tuberculose est une maladie infectieuse contractée, transmise par un bacille, qu'on appelle le bacille de Koch. Pourquoi bacille de Koch? Parce qu'il a été découvert en 1882 par Robert Koch, slide s'il vous plaît, qui est un microbiologiste allemand. C'était le 24 mars 1882 qu'il a découvert ce bacille. Pour votre information, Robert Koch va découvrir aussi le bacille de l'anthrax, donc le bacille du charbon, et le Vibrio cholerae. Dia suivante. La tuberculose dans le monde, on vient de célébrer la journée mondiale, c'est environ 10,8 millions de cas de tuberculose à travers le monde, donc ce qui donne une incidence à peu près de 134 cas pour 100 000 habitants. Retenez bien ce chiffre. L'Afrique représente 11% de la population mondiale, mais on y trouve 56%
27% du poids mondial de la tuberculose. Et la RDC fait partie de 3 sous-régions. La suivante. La tuberculose sensible, la tuberculose résistante, la tuberculose et le VIH est vraiment un fardeau pour la santé publique. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'en Afrique, après le Nigeria, c'est la RDC qui porte le fardeau de la tuberculose. La suivante. Le Congo, c'est un grand pays, hein, c'est 2 345 410 km², 2 millions, avec une population d'environ 122 millions d'habitants. Et un niveau de pauvreté est quand même important. L'espérance de vie est à 59 ans. Et dia suivante. Tellement que c'est grand, vous pouvez imaginer ce que ça représente si on mettait le Congo sur une carte européenne. Ça vous donne à peu près, vous montre comment ce pays est très grand. Donc, les défis sont vraiment nombreux. Dia suivante. Donc, pour dire simple, nous avons l'organisation du programme est faite de manière à ce que nous travaillons dans 519 zones de santé avec environ 10 000 centres et 2 354 parmi ces 10 000 vont être capables de donner le diagnostic, c'est-à-dire le microscope, et environ 10 000 centres donc traitent au quotidien la tuberculose. Au niveau provincial, nous avons un bureau de tuberculose et selon les cas, on peut aussi avoir un laboratoire avec la culture et bien entendu le grand labo national au niveau central. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons environ 10 000 centres de traitement de la tuberculose, dont 2 500 sont dotés de moyens diagnostiques. La suivante. Voilà, vous avez l'évolution ou les tendances de nombre de cas de tuberculose. En 2024, le Programme national de lutte contre la tuberculose de la RDC a notifié 288 885 cas de tuberculose. 288 885. L'objectif était d'arriver à 300 000 cas parce que nous avons une incidence estimée d'environ 318 cas pour 100 000 habitants. Donc, 288 000 cas, c'est 2 fois la population de certains pays, hein, comme par exemple les Seychelles. Donc, c'est énorme. C'est pour vous dire le fardeau que représente la tuberculose en RDC. Dia suivante. Sur le nombre des malades qui ont été notifiés, 95% ont été traités avec succès, ce qui est une performance inédite. Seuls 2% de décès, vous pouvez, la suivante, et 2% de perdus de vue. Sur cette figure, on voit qu'en 2018, on était à 6 284 décès, mais en 2024, nous sommes descendus à 4 226 décès. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? 4 000 décès, c'est quand même énorme. C'est 2 fois plus que l'épidémie d'Ebola, la dernière épidémie d'Ebola qui a fait ravage en 2018-2019, qui n'avait frappé que 3 provinces. C'est 2 fois le nombre de décès. C'est pratiquement 4 fois le nombre de décès en une année que la COVID, que nous avons connu avec la COVID pendant 2 ans. Parce que c'est 2% de décès, mais c'est 2% de 288 000 malades à peu près. Donc, le combat pour le programme, c'est vraiment de réduire encore ces nombres de décès, parce que toute vie perdue ne le mérite pas aujourd'hui. La suivante. Voilà. Après cette brève introduction, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, nous allons parler des principes de traitement, les régimes thérapeutiques des patients. D'abord, ceux qui sont TB pharmacosensibles. Nous allons parler de la prise en charge des malades, la conduite pendant le traitement, les indications d'hospitalisation, le suivi du traitement des malades, le traitement antituberculeux pour les cas particuliers, les résultats de traitement et puis le suivi post-traitement. La suivante. Les principes en introduction, ce qui est important de dire, c'est que, et comme l'a montré Dr Pépé,
le traitement des cas contagieux est très important. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure prévention de la tuberculose. Car une fois que le malade est guéri, vous allez rompre la chaîne de transmission. Ça veut dire quoi? Que tous les cas de tuberculose qui se cachent dans la communauté doivent être découverts et doivent être traités adéquatement. Parce que traiter un malade tuberculeux, vous allez l'empêcher de transmettre la maladie, vous protégez la communauté. Il y a pour ce faire donc à peu près une dizaine de principes de traitement qui doivent être suivis. Et dans la tuberculose, élément important à retenir, c'est que avant de démarrer le traitement, vous devez être sûr que vous avez la cure complète du malade. Parce qu'un traitement interrompu est capable de générer des résistances. Vous devez être sûr que vous avez la cure complète du malade avant de démarrer le traitement. Il y a suivante. Les principes sont très, très importants et ils doivent être respectés. Le premier, c'est la classification correcte des malades. Est-ce que c'est un nouveau cas? Est-ce que c'est un ancien cas? Parce que le traitement dépendra de cette classification. Au niveau de la tuberculose, nous avons un régime standardisé. C'est-à-dire que les molécules sont connues et ne vont, ce qui sera différent, c'est simplement le poids du malade. Vous devez appliquer une posologie correcte. Le traitement de la tuberculose est supervisé, ce qu'on appelle le TDO, traitement directement observé, par une personne formée, par une personne qui a été formée par le programme. Et ça peut être même un membre de famille. La durée de traitement est de 6 mois pour une tuberculose pharmacosensible. Les 2 premiers mois, le traitement doit être observé et il est pris au centre de santé pendant les 2 premiers mois et puis par la suite, il pourra être pris en famille. La régularité au traitement, l'approvisionnement régulier du malade en médicaments, c'est-à-dire une fois qu'il a terminé sa phase intensive de traitement, pendant la phase de continuation, vous devez mettre à sa disposition des médicaments mois après mois. Lorsque vous êtes sur traitement, on doit faire un suivi régulier, détecter les signes d'apparition des faits indésirables liés aux médicaments. Rapidement, pendant le traitement, les 2 premiers mois, avant de passer de la phase intensive à la phase de continuation, on fait un examen microscopique pour voir est-ce que vous avez encore des bacilles. Et cet examen doit être fait pour que vous puissiez reconnaître rapidement des signes d'apparition de résistance. Enfin, dernier principe, le traitement de la tuberculose est gratuit. C'est un principe important et pour s'assurer que non seulement il y a l'accès aux soins, mais il y a l'accès à des médicaments et des médicaments de qualité. Ici, retenez que le traitement de la tuberculose doit être supervisé, soit au niveau du centre de santé, par un personnel formé, un infirmier, soit au niveau de la maison, par aussi un membre de famille qui a été préalablement formé. La suivante. Comme je le disais, nous aurons plusieurs types de malades à traiter. Les nouveaux patients, ce sont ceux qui sont bactériologiquement confirmés. Pourquoi bactériologiquement confirmés? Parce qu'ils ont un résultat positif, soit à la microscopie, soit au GeneXpert. En principe, c'est l'infirmier. En RDC, les infirmiers sont formés pour prescrire le traitement au niveau de l'unité de prise en charge de la tuberculose. Pour les autres catégories, les cas qui sont cliniquement diagnostiqués, ou les cas extrapulmonaires, ainsi que les enfants, en principe, c'est le médecin qui prescrit. Comme on n'est pas sûr que le médecin est partout, la prescription est faite par délégation, est faite au niveau des infirmiers qui sont préalablement formés et supervisés régulièrement. Autre particularité, c'est que chaque matin, avant de démarrer le traitement, le personnel soignant assure l'éducation sanitaire, le conseil, non seulement aux malades, mais à toutes les personnes qui l'accompagnent. La suivante. Une fois que le malade est diagnostiqué tuberculeux,
le malade qui va commencer son traitement, il faut s'assurer qu'il est enregistré correctement dans le registre de la tuberculose. C'est le premier outil qui prouve que le malade, qui concrétise, qui matérialise votre existence, que vous êtes malade et porteur de la tuberculose, vous devez être inscrit dans le registre de la tuberculose. Ensuite, on va établir pour vous une fiche de traitement et une carte individuelle. Délivrer au malade sa carte personnelle de traitement lui permettra de se souvenir de ses rendez-vous et de ne pas les manquer. Donc, à ce niveau, il y a 3 outils de gestion des supports d'information importants. C'est le registre de la tuberculose, c'est la fiche de traitement et c'est la carte de traitement. Dia suivante. Et tous ces éléments constituent donc le dossier du patient. Dia suivante. Donc, nous allons distinguer 3 groupes de malades à traiter. Les malades porteurs d'une tuberculose latente, les malades porteurs d'une tuberculose sensible, et parmi les malades porteurs d'une tuberculose pharmacosensible, vous avez des nouveaux patients, mais vous avez aussi des patients à traiter. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les malades porteurs d'une tuberculose pharmacorésistante. Slide. Les médicaments retenus sont classés en médicaments de première intention. Ça, c'est les malades qui arrivent, qui n'ont jamais été traités. Et en médicaments de seconde intention, qui sont utilisés pour le traitement des malades porteurs d'une tuberculose à souche non résistante ou au moins résistante à la rifampicine. La suivante. Parmi ces médicaments qui sont retenus, ils sont codifiés, comme je l'ai dit au départ, le traitement de la tuberculose est codifié et standardisé. Vous avez 4 molécules, l'isoniazine, l'éthambutol, la pyrazinamide et la rifampicine. Ce sont les 4 molécules qui constituent le traitement de base de la tuberculose. Dia suivante. Bien entendu, avec le temps, nous avons été capables de mettre toutes ces molécules qui sont réunies dans un seul comprimé. Donc, un seul comprimé qui comprend la rifampicine, l'isoniazine, la pyrazinamide et l'éthambutol. Et donc, selon le poids du malade, à côté, sous la colonne, la dernière colonne, vous avez les dosages. Selon le poids du malade, le nombre de comprimés sera déterminé. Il y a la suivante. Alors, on distingue donc 3 catégories à traiter. Le traitement préventif de la tuberculose, c'est une bithérapie aujourd'hui qui comprend la rifampicine et l'isoniazine pour 3 mois de traitement, pour 12 semaines. Le traitement de première ligne, c'est-à-dire pour le nouveau patient. Le schéma initial avec des médicaments de première ligne, c'est-à-dire la tuberculose sensible. Et un traitement de deuxième ligne réservé aux malades porteurs d'une tuberculose pharmacorésistante. Donc, devant un cas de tuberculose, on n'improvise pas. Les directives des programmes de tuberculose sont claires. Et là où je pense les différents programmes de tuberculose à travers le monde ont réussi, c'est de vraiment standardiser, codifier le traitement pour faciliter les choses. La suivante. Voilà. Sur ce tableau, sur la première colonne, c'est la catégorie. Vous avez les nouveaux patients. Sur la seconde colonne, ce sont les régimes de traitement. Et sur la troisième colonne, c'est le type de cas de tuberculose que vous avez. Allons-y, très simplement. Vous êtes en présence d'un nouveau patient qui a été diagnostiqué grâce soit à la microscopie, soit au test moléculaire. Il va prendre son régime de traitement pendant 6 mois. Ce sont les traitements, les cas, on va dire les cas simples. 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol. Et ça, c'est la phase intensive. Et 4 mois de traitement de phase de continuation avec seulement la rifampicine et l'isoniazide. Et vous avez donc les malades à traiter, ce sont les tuberculoses pulmonaires. Comme a dit Dr Pépé, vous pouvez avoir plusieurs types de tuberculose, hein, mais ici, ce sont des tuberculoses pulmonaires bactériologiquement confirmées, les tuberculoses pulmonaires avec des lésions parenchymenteuses importantes ou pas, diagnostiquées cliniquement, et les tuberculoses extra-pulmonaires.
Alors, les tuberculoses plus compliquées, notamment les tuberculoses extra-pulmonaires, elles vous aurez 12 mois de traitement. Par exemple, les tuberculoses méningées, les tuberculoses de la colonne vertébrale, ostéo-articulaire, là, ce sera un traitement pendant 12 mois. Mais lorsque vous avez un patient qui a été déjà traité, qui revient parce qu'il fait une rechute, qui revient parce que c'est un échec thérapeutique, qui est bien, c'est un malade qui a été perdu de vue pendant au moins 8 semaines et qu'il rentre pour suivre le traitement, après avoir fait les examens moléculaires et s'être assuré que ce malade n'est pas porteur d'une résistance à la rifampicine, il va reprendre donc 2 mois de rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, et 4 mois uniquement de rifampicine et d'isoniazide. Dia suivant. Voilà, j'ai dit que le traitement était très codifié. Sous la colonne poids, vous avez les différents poids du malade. Sous la seconde colonne, qui est la colonne de la phase intensive ou la première phase, qui dure 2 mois, comme on l'a dit. Et donc, chaque jour, le malade va prendre 2 comprimés. Donc, plus le poids augmente, plus le nombre de comprimés aussi augmente. Et dans la dernière colonne, la phase de continuation, vous avez aussi le nombre des malades, le nombre des comprimés qui seront pris. Donc, pour un individu qui pèse 70 kg, ce sera 5 comprimés durant la première phase et aussi 5 comprimés durant la phase de continuation. Dia suivante. Pendant le traitement, le succès du traitement est garanti par la régularité du malade. Le traitement de la tuberculose, quand vous devez prendre ces 6 mois, c'est tous les jours, de préférence le matin à jeun. Donc, les principes, le succès du traitement va dépendre donc de la régularité du malade au traitement, de la disponibilité des médicaments. Rappelez-vous, j'ai dit, on ne commence pas le traitement tant qu'on n'est pas sûr qu'on a la cure complète. C'est la bonne information au malade et à son entourage. Le malade ne doit pas être stigmatisé, le malade ne doit pas être discriminé. Au contraire, son entourage doit l'accompagner. 6 mois, c'est lent. Le soutenir en vue de s'assurer de la régularité du traitement. Mais lorsqu'il arrive au niveau des établissements de soins, on doit faire un suivi clinique pour voir est-ce que votre malade gagne du poids. Souvent, les tuberculoses, le docteur Pépé l'a dit, le malade est amaigri. Quand il commence le traitement, si le traitement évolue bien, le malade commence à regagner du poids. Et bien entendu, sa bactériologie, qui au début était positive, ses fautifs vont se négativer. On n'hospitalise pas les malades en général. Très peu de malades tuberculeux seront hospitalisés. Très peu, moins de 1% dans notre expérience. Généralement, ce sont les malades qui sont vraiment gravataires ou les malades qui ont des formes aiguës, surtout les enfants qui ont des miliaires tuberculoses ou des tuberculoses compliquées comme la méningite. Il y en a qui peuvent développer de l'hypersensibilité, lorsqu'il y a des effets indésirables qui sont liés aux médicaments, ou il y a d'autres pathologies qui sont associées à ce cas de tuberculose. La tuberculose vient se greffer sur un terrain de diabète sucré qui est déséquilibré, ou d'un ulcère digestif, ou d'insuffisance rénale. Alors là, dans ces cas-là, le malade sera hospitalisé. Mais la règle, en général, c'est que le malade suit son traitement à la maison. Dia suivant. Le suivi de malades, comme je l'ai dit, le suivi du traitement des malades est très, très important. Rappelez-vous que nous avons un dossier complet du malade qui comprend, le malade est inscrit dans le registre, il a sa fiche de traitement, il a sa carte. Ce malade-là doit prendre régulièrement ses médicaments et s'assurer qu'il vient au rendez-vous. En cas d'absence, nous avons mis sur pied des mesures de récupération à l'aide de la communauté. Un agent communautaire, on les appelle chez nous des relais communautaires, vont aller rechercher les malades. En cas d'irrégularité répétée, on va faire intervenir la famille. En cas de transfert, n'oubliez pas que ce malade a une carte individuelle. Cette carte-là lui permet, lorsqu'il arrive dans une autre zone de santé ou dans un autre site de prise en charge, de présenter sa carte de traitement qui indique à quel type de traitement il suit et organiser la suite du traitement.
Donc, on fait en sorte d'identifier clairement sur une fiche de notification les effets indésirables et aussi mettre à disposition du malade des médicaments qui peuvent atténuer ces effets indésirables. La suivante. Alors, il y a certains traitements, cas particuliers, notamment les femmes enceintes. Le traitement de la femme enceinte constitue la meilleure prévention pour son bébé et pour éviter la transmission. Hein? En principe, les antituberculeux de première intention ne constituent aucun danger durant la grossesse. La femme allaitante aussi, souffrant de la tuberculose, doit poursuivre l'allaitement et continuer à prendre ses médicaments. L'enfant de moins de 5 ans, lui, ne va pas recevoir l'éthambutol à cause de certains effets qu'il peut avoir sur l'enfant. Et les femmes sous contraceptifs, les antituberculeux rifampicine et pyrazinamide réduisent l'efficacité des contraceptifs. Ça, ce sont des choses qu'il faut retenir. Donc, vous avez deux alternatives. Alors, soit vous utilisez des pilules fortement dosées en oestrogène, au lieu d'utiliser des microdosés. Si elle n'allaite pas ou si elle n'allaite pas, surtout si elle n'allaite pas, utiliser des pilules qui sont fortement dosées, et si discuter le choix d'une autre méthode avec votre médecin. La suivante. Pour les maladies hépatiques, c'est parfois très compliqué parce que la rifampicine, la pyrazinamide, l'isoniazide sont métabolisés par le foie. En cas d'hépatite aiguë, présente chez les malades, avant le traitement, on va donner un régime de traitement adapté, sans pyrazinamide, avec une surveillance étroite de la fonction hépatique. Mais si l'hépatite aiguë est sévère, ou en cas d'intolérance hépatique, on va arrêter le traitement, hein, ou en tout cas le différer, jusqu'à ce qu'on ait une fonction hépatique qui redevienne normale. La suivante. Alors, si l'hépatite est résolue, le traitement classique sera repris en donnant des doses minimum pour les deux médicaments les plus toxiques, c'est-à-dire pour le foie, l'isoniazide et la rifampicine. Mais si le problème persiste, le malade sera référé dans un centre spécialisé ou alors là, on mettra en place un traitement qui sera individualisé. En cas d'insuffisance rénale, ne jamais donner l'éthambutol. Il faut plutôt adapter la posologie, voire 2 mois de RHZ et 4 mois de RH, à des doses normales pour la rifampicine et à des doses réduites pour l'isoniazide et la pyrazinamide. La suivante. Une fois que le malade est mis en traitement, il y a plusieurs issues thérapeutiques. L'issue thérapeutique la plus favorable, c'est la guérison. Le patient souffrant de la tuberculose pulmonaire, chez qui l'infection au préalable a été détectée bactériologiquement et confirmée, est déclaré guéri lorsqu'il a suivi complètement ce traitement et que les 2 derniers examens de microscopie sont négatifs. Mais on va dire de ce malade qu'il est traitement terminé lorsqu'on n'a pas la preuve bactériologique qu'il a négativé. À ce moment-là, il sera dit traitement terminé. La suivante. L'échec thérapeutique, c'est le patient qui souffre de la tuberculose et qui présente des résultats positifs aux différents contrôles. Après 5 mois de traitement, donc on va dire qu'on est en présence d'un échec thérapeutique. Et au Congo, c'est environ 1% des malades, parce qu'on assure un suivi tellement rapproché du malade que de plus en plus, le nombre d'échecs thérapeutiques diminue. Le décès, c'est tout malade qui a été diagnostiqué de tuberculose, qui meurt, quelle que soit la raison. Ça, c'est l'OMS, nous sommes convenus, quelle que soit la raison, on va considérer que c'est un décès. Le perdu de vue, par contre, c'est le patient souffrant de la tuberculose qui n'a pas entamé le traitement ou qui l'a entamé, mais l'a interrompu plus de 2 mois. On va le considérer comme un perdu de vue. Les non évalués, ce sont les malades qui suivent le traitement, ils ont suivi le traitement et puis à un moment, il disparaît. On ne sait pas le classer et donc voilà, ce sont des malades qui ont pris leur traitement, mais à la fin, ils seront déclarés non évalués. Dia suivante. À la fin du traitement antituberculeux, le patient doit faire l'objet d'un examen de recherche des symptômes pour savoir s'il est réellement guéri.
En cas de prise en charge tardive, la tuberculose pulmonaire peut endommager le parenchyme pulmonaire. C'est tout à fait normal. Les mycobactéries vont ronger le parenchyme pulmonaire, entraîner des pathologies respiratoires post-tuberculose. Ça veut dire que ça sont comme des séquelles de la tuberculose qui peuvent entraîner donc des insuffisances respiratoires à la longue. Les malades doivent pouvoir revenir consulter les médecins dès qu'ils présentent à nouveau des symptômes. Les personnes vivant avec le VIH doivent bénéficier d'une attention particulière, étant donné les risques de rechute. Dia suivante. Quelles sont les innovations dans le traitement de la tuberculose? Je vous ai dit, la tuberculose est une maladie ancienne qui a été découverte le 24 mars 1882. Plus de 100 ans aujourd'hui. Si pas, on part maintenant vers, je ne sais pas, 150 ans. Donc, première chose, c'est que le traitement aujourd'hui, il est gratuit. Le traitement de la tuberculose va vous suivre partout. Là, dans la photo, vous pouvez voir, ce sont des miniers. Et on va former parmi eux des relais communautaires qui vont s'assurer de la surveillance du traitement de la tuberculose. Dans la dernière photo de droite, vous avez en main les innovations aujourd'hui que moi je considère comme étant la fierté. Jadis, quand vous étiez porteur d'une tuberculose résistante, vous aviez un traitement de 24 mois, 2 ans. Et puis, on a réduit à 9 mois. Vous voyez le nombre de comprimés que la personne devait prendre. Mais aujourd'hui, la personne sur l'autre main, voilà, c'est la réduction du nombre de comprimés qui est une avancée importante dans le traitement. Maintenant, on s'avance pour réduire davantage le nombre de comprimés. 5 comprimés à prendre pour une personne de plus de 70 kg, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, l'idéal pour nous, nous allons encore essayer de travailler pour qu'on puisse réduire. Pour moi, l'idéal, ce serait 1 comprimé par jour, quel que soit le poids. Mais on a encore du chemin. Dia suivante. Quels sont les défis? Pour la région de l'Afrique subsaharienne, le plus gros défi, c'est que la tuberculose ne baisse pas. Au contraire, on continue à découvrir le plus de malades. Moi, quand j'ai commencé, je suis entré au programme, on avait à peine, il y a une vingtaine d'années, moins de 100 000 malades. Et regardez, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 300 000 malades. C'est-à-dire, plus nous améliorons notre capacité programmatique, c'est-à-dire à détecter, mais plus nous remarquons qu'il y a toujours et toujours des malades. La tuberculose, c'est la maladie de la pauvreté. Voilà pourquoi, pour la combattre, il faut la combattre en diminuant la pauvreté. C'est comme ça que je dis, aucune attention n'est faite sur les déterminants de la tuberculose. Chez nous, en RDC, 56% des malades sont confrontés à des coûts catastrophiques liés à la tuberculose. Les gaps sont encore importants entre le financement de la lutte et les besoins réels ressentis par les structures sanitaires pour améliorer le dépistage, le traitement. Il faut investir et investir davantage dans la lutte contre la tuberculose, mais investir davantage dans la lutte contre la pauvreté en général. La suivante. Quelles sont les perspectives? C'est la mise sur pied des mécanismes de financement innovants, durables, la loi sur le financement de la santé pour avoir plus de ressources à dédier à la lutte contre cette maladie, la mise en œuvre des innovations, tant pour le dépistage que pour le traitement. Je dis souvent à mes étudiants à l'université que mon rêve, c'est d'avoir le dépistage de la tuberculose rien que par la salive, un peu comme un test de grossesse, mais le traitement, un seul comprimé et c'est fini, pour 1 jour. Espérant que la recherche nous permettra d'arriver là. Donc, nous devons améliorer les systèmes de santé pour que nous soyons sûrs, surtout pour un grand pays comme le Congo, que nous avons une couverture des services la plus large. Nous avons des services de qualité qui sont disponibles pour les malades. Nous avons les médicaments, tout le paquet pour s'assurer que nous pouvons faire de la lutte contre cette maladie. Et bien entendu, la couverture santé, c'est l'idéal. La protection contre le risque financier, c'est vraiment l'idéal afin d'éliminer cette maladie. Je pense que c'est la dernière dia. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le traitement des cas contagieux est la meilleure de prévention de la tuberculose.
car il guérit les malades, il rend la chaîne de transmission et il protège la communauté. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont adopté des principes de traitement oral de courte durée pour une prise en charge de qualité des malades, la disponibilité des malades, des régimes de traitement codifiés appropriés. Les schémas initiels avec médicaments de première intention sera utilisé pour les nouveaux patients et les patients déjà traités. Si les deux antibiotiques majeurs qui sont la rifampicine et l'isoniazide sont sensibles, ou bien on va ajouter une durée de traitement si les formes de tuberculose sont des formes dites graves. Le succès de la prise en charge est garanti par la régularité du malade et le suivi régulier du traitement. Dia suivante. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et je demeure disponible pour poursuivre la discussion au cas où il y aurait des questions. Merci. Bien. Merci, merci beaucoup de nous avoir. Merci. Je crois que Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, parce que moi-même, je ne m'entendais plus. Donc, merci beaucoup pour avoir décrit ces différents aspects du traitement de la tuberculose. Ce qu'on retient, c'est que le traitement des cas contagieux, ce que je retiens, et pour faire transition avec la troisième présentation, c'est que le traitement des cas contagieux est la meilleure prévention de la tuberculose. Et en plus, il existe un traitement efficace de cette maladie. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Dr Anizuma Eleonore Siambo qui va justement nous parler un tout petit peu plus de la prévention de la tuberculose. Dr Siambo est une pneumologue burkinabé spécialisée dans la recherche sur la santé respiratoire avec un accent particulier sur la tuberculose pharmacosensible mais aussi résistante. Elle a contribué à plusieurs études dont l'étude SHORT qui se focalisait sur les régimes courts entièrement oraux pour la tuberculose résistante à la rifampicine. Dr Siambo est actuellement chef du service de pneumologie au centre hospitalier régional de Zignaré au Burkina Faso. Bienvenue, Dr Siambo, et merci d'être là. À vous la parole. Je vais tout de suite partager de nouveau les diapositives. Merci beaucoup pour la parole. Merci à vous de m'avoir associé à ce webinaire. J'en suis vraiment très honorée. Merci à mes prédécesseurs, au professeur Michel et au docteur Sérine pour leur présentation brillante et qui ont permis de planter le décor pour la suite de notre présentation. Donc, à la suite de mes prédécesseurs, je dirais que nous allons aborder les aspects de prévention de la tuberculose. Diapositive. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Nous verrons d'abord le profil de la tuberculose au Burkina Faso. Ensuite, nous parlerons des stratégies de prévention de la tuberculose au Burkina et des innovations en matière de prévention de la tuberculose. Et pour finir, nous allons parler un peu des défis et des opportunités qui pourront permettre d'améliorer les approches préventives. Diapo. Concernant le profil de la tuberculose au Burkina Faso, nous pouvons dire, diapo, que le taux d'incidence de la tuberculose au Burkina Faso est estimé à 43 cas pour 100 000 habitants en 2024. Bon, contrairement au Congo, c'est assez faible, mais c'est quand même toujours un problème. Le nombre de cas incidents mis sous traitement en 2024 était de 9 308 cas contre 9 800 estimés, soit un gap de 5%. Le sexe ratio homme-femme était de 3 et les enfants de moins de 14 ans représentaient 4,6% de la notification. Diapo.
Concernant la répartition des cas de tuberculose par tranche d'âge enregistrée pour l'année 2023, nous notons que nous avons une plus forte proportion chez les adultes allant de 25 à 54 ans, qui sont le moteur économique même du pays, et ce sont ces patients-là qui sont le plus atteints. Chez les enfants, nous avons 3,5% et les personnes âgées, 9,5%. Il faut savoir qu'en 2022, la tranche d'âge de 0 à 14 ans représentait 3,3% des cas. En 2023, 3,5% comme nous venons de le voir. Et cette année, nous sommes à 4,3% des cas, ce qui prouve qu'il y a quand même une augmentation de la notification des cas de tuberculose. Diapo. Concernant cette diapositive, nous voyons que le taux de a évolué de 2019 à 2023, où nous avons un taux de notification, toute forme de tuberculose confirmée bactériologiquement égale à 26 pour 100 000 habitants. Et pour la tuberculose pulmonaire, les nouveaux cas et rechutes, nous sommes à 37,6 cas pour 100 000 habitants. Nous notons effectivement qu'il y a cette augmentation-là du taux de notification qui se fait d'année en année, seulement avec une petite régression en 2022 due à l'impact négatif de COVID-19. Diapo. Comme dans les autres pays, il y a des populations qui sont les plus atteintes et que nous appelons populations à haut risque de contracter la tuberculose. Ce sont les populations carcérales, les personnes déplacées internes que nous avons actuellement en grande quantité du fait de l'insécurité, les orpailleurs, les personnes âgées, les enfants, les patients en contact de TB résistants, les PVVIH, les malnutris sévères, les diabétiques, les tabagiques et les alcooliques. Diapo. Concernant les personnes vivant avec le VIH, nous notons ici une évolution des cas de tuberculose testés pour le VIH et les co-infectés TB-VIH de 2019 à 2025. Nous notons qu'en 2023, 97,7% des patients ont été testés pour le VIH, ce qui n'est pas normal parce que normalement, nous voulons que tous les patients soient testés. Mais nous sommes à 97,7% des cas pour l'instant. Les travaux sont en cours pour améliorer ce chiffre. Et parmi eux, nous avons noté que 6,5% étaient positifs en 2023 contre 5% des patients positifs en 2022. Diapo. Le taux de succès au traitement chez les nouveaux cas et rechutes était de 82,2% pour la cohorte de 2022. On note une augmentation passant de 79,5% en 2018 à ce taux de 82,2% en 2022. Mais ce taux est fortement influencé par le taux de décès qui est de 6,6% en 2022, le taux de perdu de vue qui est de 6%, le taux d'échec qui est de 3,1% et des patients non évalués à 2,1% des cas. Diapo. Sur cette courbe, nous voyons le taux de succès des nouveaux cas de traitement, de succès au traitement des nouveaux cas et rechutes chez les patients co-infectés TB-VIH par région. Nous notons que sur cette répartition, que les taux varient en fonction des régions. En rappel, le Burkina Faso est réparti en 13 régions administratives et qui couvrent aussi les régions sanitaires. Et le CHR de Zignaré, d'où je viens, fait partie du plateau central. Donc, nous voyons sur cette image que seul au niveau du plateau central, nous avons pu atteindre la cible avec 94,7% de taux de succès au traitement chez les patients co-infectés TB-VIH. Diapo.
Concernant la notification et l'initiation du traitement de deuxième ligne chez les patients TB résistants au niveau des au cours des 4 dernières années, nous notons que de 2020 à 2023, il y a une évolution des cas notifiés, également une évolution des cas traités, mais il perdure cependant un gap qu'il faut retrouver et qui pourrait s'expliquer par le fait que beaucoup de patients décèdent. Bon, certains patients décèdent avant même la mise sous traitement et d'autres juste après la mise sous traitement. Parmi eux, il faut noter aussi des patients qui se retrouvent dans des zones à fort défi sécuritaire que nous perdons de vue et que nous n'arrivons pas à retrouver pour la suite de leur traitement. Diapo. Enfin, sur ce graphique, nous notons que pour les résultats de traitement des patients atteints de tuberculose résistante, il y a une évolution. Nous passons de 54,4% de traitements terminés en 2019 à 59,7% de pourcentage de traitements terminés en 2022 pour la cohorte de 2022, ce qui n'est pas réluisant, mais comme nous le disons, les efforts sont toujours faits pour améliorer ces chiffres. Diapo. À la suite de la présentation de ce profil de la tuberculose au Burkina Faso, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et parler des stratégies de lutte, les stratégies, de prévention de la tuberculose au Burkina. Diapo. Il faut savoir que ces stratégies s'appuient sur le pilier 1, le pilier 1 de l'OMS qui parle des soins et de la prévention intégrée centrée sur le patient. Ainsi, il va concerner le dépistage qui doit être précoce, les dépistages systématiques, les traitements de tous les patients, les activités de collaboration contre la co-infection TB-VIH et de prise en charge des comorbidités, le traitement préventif des personnes à haut risque et la vaccination contre la tuberculose. Diapo. En premier lieu, il faut savoir que, vu que la tuberculose est une affection de la misère, une affection qui est beaucoup influencée par la promiscuité, nous devons, en premier lieu, pour lutter contre cette maladie, jouer sur les indicateurs, même les indicateurs qui favorisent cette promiscuité, qui favorisent cette pauvreté, en élevant en fait le niveau de vie des populations et aussi en améliorant les conditions d'accueil dans les hôpitaux. Sur cette image, vous voyez un couloir d'hôpital où sont mélangés des patients qui toussent, les patients atteints de toux, des enfants, des personnes âgées. On ne devrait plus voir ce type de couloir là dans nos hôpitaux. Et pour cela passe par l'amélioration des conditions d'accueil dans nos hôpitaux. Aussi, pour améliorer ces conditions socio-économiques, il va falloir jouer sur les mesures de contrôle de l'infection dans les milieux de soins qui peuvent être des mesures d'ordre administratif et de gestion, des mesures individuelles telles que le port des équipements de protection individuelle par les soignants et aussi du masque par les patients afin de pouvoir réduire la transmission de la tuberculose, la transmission du bacille de Koch aux autres. Diapo. En deuxième lieu, nous devons insister sur l'éducation pour la santé à travers des campagnes de sensibilisation, une communication de masse sur le changement comportemental et social qui se fait en partenariat avec les agents de santé à base communautaire et les structures associatives et insister sur les mesures de protection individuelle et collective telles que l'hygiène de la toux et le port du masque dont je viens juste de parler. Et sur cette image, nous vous montrons un peu la campagne de sensibilisation qui a eu lieu le 24 mars passé sur un site où se trouvent des personnes déplacées internes qui ont quitté leur région du fait de l'insécurité et qui se sont retrouvées dans une ville qui se trouve dans la commune de Nagrengo. Nagrengo qui appartient à la région du plateau central. Et ces sensibilisations peuvent se faire par voie et physiquement par des causeries. Elles peuvent aussi se faire au niveau de la radio ou de la télévision. Et en marge de cette journée, il faut noter que dans les 13 régions et partout dans les régions où se trouvent des pneumologues cette année, il y a eu des activités de ce genre, des émissions radio, des émissions télé,
des causeries débats couplés à un dépistage des patients que nous avons screenés et chez qui nous avons retenu comme présumés tuberculeux. Diapo. En troisième lieu, il faut savoir, comme l'a dit le professeur Michel plus loin, et le dépistage, le couple dépistage-traitement, c'est la meilleure prévention, en fait, la meilleure approche préventive. Parce que plus nous dépistons tôt, que ce soit de façon passive, en recevant les patients en consultation ou de façon active, en nous rendant sur les sites comme ce que nous avons fait, en allant dans les prisons, en allant sur les sites miniers, nous pouvons rompre la chaîne de transmission parce que plus nous dépistons tôt, et à l'aide des tests de diagnostic rapide dont nous avons parlé lors de la première présentation, nous pouvons mettre ces patients-là sous traitement. Et chaque fois que nous mettons un patient sous traitement, nous diminuons considérablement le nombre de bacilles de Koch qui se trouvent dans les expectorations. À savoir que dès la première prise, nous réduisons déjà la charge bacillaire. Donc, nous devons faire en sorte de pouvoir dépister tôt et traiter les patients. Et quand nous traitons les patients, ceci nous permet de pouvoir rompre la chaîne de transmission, ce qui nous permet de dire que guérir en matière de tuberculose, c'est aussi une forme de prévention, pour ne pas dire que c'est la principale forme de prévention. Diapo. En quatrième lieu, nous avons la vaccination par le BCG, qui fait partie du programme élargi de vaccination. Et patients reçoivent, les enfants dès la naissance reçoivent ce vaccin BCG, et qui va leur permettre de pouvoir booster leur immunité et de pouvoir se protéger, comme on le dit, pas contre la tuberculose pulmonaire, mais surtout contre les formes graves de la tuberculose, telles que la miliaire tuberculeuse et la méningite tuberculeuse. Voilà. Diapo. En cinquième lieu, nous allons parler du traitement préventif de la tuberculose, dont l'objectif est de réduire le risque de passage à l'infection maladie. Et la cible après exclusion d'une tuberculose active, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas dépistés au VIH et qui ont été en contact avec un patient bacillifère. Il y a également les personnes vivant avec le VIH qui ont été nouvellement incluses dans les files actives, que ces personnes aient été en contact, oui ou non, avec un patient bacillifère. Et il faut savoir que pour mettre ces patients-là sous traitement, il faut d'abord exclure impérativement une tuberculose active. Si après le screening, on se rend compte, et après les prélèvements, on se rend compte que ces patients développent déjà des maladies, on y va pour le traitement curatif. Mais en l'absence de ces signes d'évolution de la maladie, on est en droit et on a le devoir de les mettre sous traitement préventif. Les protocoles en vigueur actuellement au Burkina Faso, c'est le 3HP pour les PVVIH, le 3RH pour les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas atteints de VIH. Diapo. Sur ce graphique, nous notons la proportion d'enfants de moins de 5 ans qui ont été en contact avec un patient bacillifère et qui ont pu être mis sous traitement préventif de la tuberculose en 2023. Nous avons pu avoir 94,1% des enfants qui ont pu prendre ce traitement-là avec succès. Diapo. Après avoir vu ces stratégies de prévention de la tuberculose au Burkina Faso, nous allons parler des innovations en matière de prévention. Diapo. En premier lieu, il faut savoir que c'est le dépistage actif qui est une innovation, notamment avec la recherche active des cas de tuberculose que nous appelons REA-TB, qui actuellement que nous avons pu implémenter sur 365 sites en 2023. Et il faut savoir que pour cette recherche active, nous avons visé au niveau des hôpitaux les patients qui attendent la consultation. Donc, les patients qui sont dans le couloir ou qui sont dehors sur le banc, on les screen. On essaie de voir s'ils ont des symptômes tels que la toux, la fièvre, un amaigrissement, ou en tout cas des signes qui pourraient nous orienter. Et en fonction de ça, on essaie de leur remettre une étiquette qu'on appelle l'étiquette REA-TB, qui va faciliter même leur passage au niveau
et de la consultation et leur permettre à ce moment-là d'être encore plus screenés par le médecin qui va les recevoir et qui va penser à la tuberculose. Et pour l'AREA TB, il faut savoir que nous l'amenons dans plusieurs localités, dans plusieurs sites et aussi dans les prisons où nous avons beaucoup de cas en fait de tuberculose. Et sachant qu'ils vivent dans la promiscuité le plus souvent, ce sont des endroits où nous pouvons avoir des foyers potentiels de tuberculose. Il y a également ce que nous appelons le guichet unique TB-VIH qui est en implémentation et c'est toujours la phase pilote, ce n'est pas encore à l'échelle nationale, mais nous faisons en sorte que pour les régions ou les structures, les CDT qui ont été retenues pour le guichet unique TB-VIH, que les patients, lorsqu'ils arrivent, qu'ils entrent par la file active ou par le CDT, qu'ils aient accès à un paquet minimum d'activités au sein de la même structure, qu'il n'ait pas besoin d'aller ailleurs pour pouvoir avoir ces services. Et de façon consensuelle, lorsqu'un patient est co-infecté TB et VIH, il est suivi au niveau des CDT, que ce soit pour la prise de ses antifi, que ce soit pour la prise de ses ARV, tout cela se fera au niveau du CDT. À la fin de son traitement, il pourra être reversé au niveau de la file active pour pouvoir poursuivre la suite de son traitement ARV. Également, les dépistages suicides dont je parlais, et les sites d'orpaillage, aussi les sites dans les prisons ou les sites de personnes déplacées internes, comme nous l'avons fait le lundi passé. On essaie de faire des campagnes de sensibilisation suivies du dépistage actif. Il faut noter également que depuis 2022, le Programme national de lutte contre la tuberculose a instauré une surveillance annuelle du personnel soignant, en les screenant aussi chaque année, en leur faisant passer des radiographies pour s'assurer que ces personnes-là ne souffrent pas de tuberculose. Jusque-là, nous n'avons pas détecté de cas, mais nous poursuivons la surveillance. Comme deuxième innovation, c'est le diagnostic rapide et de confirmation rapide par les tests moléculaires, puisque actuellement, contrairement à il y a de cela quelques années, en 2 heures, on peut avoir le résultat grâce aux GeneXpert, ce qui est une avancée et une innovation en matière de prévention, parce que plus on pourra détecter tôt, plus on peut mettre le patient sous traitement et plus vite, et ainsi on pourra prévenir la contamination d'autres patients. Également, il y a les traitements préventifs avec le 3RH, le HP. Le HP qui a plusieurs formes, comme on dit. On a le 3HP, le 1HP. Mais ce qui est en vigueur ici, comme je l'ai dit, c'est le 3RH et le 3HP que nous pouvons donner aux enfants de moins de 5 ans ou aux personnes vivant avec le VIH. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. 5e innovation, ce sont les technologies numériques avec la plateforme TB Tracker qui permet de pouvoir enregistrer les données des patients et permet d'avoir une couverture, du moins des données en temps réel, et facilite aussi les rapports trimestriels et mensuels comme trimestriels. Il y a également une solution numérique qui est plus utilisée pour la surveillance du traitement, pour l'observance au traitement qu'on appelle le 99 DOTS, mais qui pourrait être aussi utilisée lors du traitement préventif. Et nous là, actuellement, c'est une phase pilote avec les patients qui sont sur les zones à défi sécuritaire, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans les zones à défi sécuritaire, qui ne peuvent pas se déplacer au CDT du fait de l'insécurité, mais qui ont un téléphone, qui peuvent joindre en fait l'infirmier responsable du CDT et signaler qu'ils ont pris leurs médicaments. Et ils le font chaque jour. Comme je l'ai dit, c'est une solution numérique qui est toujours en phase pilote. Donc, on espère que cela pourra améliorer en fait la prévention, aussi bien le traitement que la prévention. Et pour finir, nous allons parler des vaccins améliorés. Il faut savoir que plusieurs essais cliniques sont en cours actuellement, que ce soit pour découvrir des vaccins, des vaccins qui sont meilleurs au BCG, des vaccins qui protègent mieux, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, le BCG protège les enfants contre les formes graves, mais il ne les protège pas vraiment contre les formes mineures, contre la forme pulmonaire. Et il faut savoir qu'après 10 ans, le BCG ne protège pratiquement plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les adultes?
Parce qu'après 10 ans, bon, vous voyez que la proportion de ceux qui sont plus atteints, c'est la tranche d'âge de 25 à 54 ans. Donc, beaucoup d'études sont à l'essai et vers la fin du mois de mars 2024, les premières doses d'un nouveau vaccin prometteur ont été administrées à Johannesburg, en Afrique du Sud, et dans le cadre d'un essai clinique de phase 3. Et ce vaccin qu'on appelle le M72AS01E, et qui vise à empêcher en fait la tuberculose latente de se transformer en tuberculose maladie. Donc, ce vaccin a été administré à des adolescents et à des adultes qui ont moins de 45 ans. Et une première étude a montré une réduction de près de 50% des cas de tuberculose pulmonaire, ce qui est vraiment une avancée car elle pourra permettre de réduire en fait l'incidence de la tuberculose dans les années à venir. Et ces patients ont été choisis en fait sur la base qu'ils présentaient des signes d'infection de tuberculose latente, mais pas de tuberculose maladie. Ils ont été inclus et vaccinés justement. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'espoir est permis. En plus de ces vaccins, il y a d'autres vaccins qui sont à l'essai toujours et qui vont permettre en fait de pouvoir prévenir la tuberculose. L'idéal serait de pouvoir trouver un vaccin qui va prévenir même contre l'infection latente. Mais pour l'instant, nous allons, comment dire, un vaccin efficace. Mais pour l'instant, nous allons tourner nos regards vers ce vaccin prometteur qui pourra vraiment nous aider à pouvoir lutter efficacement contre la tuberculose. Diapo. En quatrième lieu, nous allons parler des défis et des opportunités pour améliorer les approches préventives. D'abord, diapo, les défis. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis actuellement pour lutter contre la tuberculose. Il y a d'abord le diagnostic tardif. Diagnostic tardif, pourquoi? Parce que les patients tardent d'abord à consulter. Ils tardent même à prendre la décision d'aller consulter. Ensuite, ils tardent à consulter. Et une fois qu'ils ont consulté, parfois le résultat peut traîner. Si nous sommes dans des zones où on dispose du gène expert, on peut avoir le résultat rapidement. Mais pour les zones où on utilise toujours la microscopie, ça peut prendre un peu de temps avant qu'on puisse avoir le diagnostic. Ce qui est un frein, en fait, à la prévention, parce que comme on l'a dit, prévenir, c'est guérir, c'est prévenir. Nous avons aussi la tuberculose résistante qui est vraiment, vraiment un gros problème de santé publique actuellement, parce que du fait même de ses conséquences néfastes et aussi du fait que le traitement est lourd et beaucoup plus coûteux, en fait. Voilà. Nous avons également l'insuffisance des financements et l'impact négatif du COVID-19 qui a mis à mal notre système sanitaire et a fait reculer, en fait, certaines avancées qui avaient, des données qui avaient déjà été acquises et qui a freiné tout cela. Ensuite, concernant le Burkina Faso et aussi d'autres pays concernés par l'insécurité, nous avons les zones à défi sécuritaire où nous avons de la promiscuité, vraiment des personnes qui sont en extrême pauvreté et qui ne peuvent même pas aller chercher leurs médicaments, ne peuvent pas atteindre le centre de santé. Ici, nous avons la chance pour certaines régions d'avoir des communautaires ou des humanitaires, voilà, qui peuvent se déplacer par voie aérienne et pour pouvoir apporter, que ce soit des vivres, des médicaments ou même réaliser des consultations sur ces sites-là. Mais c'est toujours difficile parce que chaque fois qu'ils seront agglutinés, chaque fois qu'ils seront en promiscuité, nous avons ce risque-là que des épidémies puissent encore éclater, que nous ayons des petits foyers dans ces zones-là. Concernant, diapo, les opportunités, nous pouvons noter qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, notamment les tests, comme on l'a dit, qui sont de plus en plus rapides, qui permettent de dépister rapidement. Également, des radiographies digitales ultra portables qui nous permettent de pouvoir nous déplacer sur les sites et pouvoir faire des radiographies comme on l'a fait au niveau des populations carcérales au Burkina Faso. Il y a aussi les approches intégrées avec notamment le guichet unique TB-VIH qui permet vraiment de pouvoir prendre le malade en charge dans sa globalité et aussi en recherchant d'autres facteurs, d'autres comorbidités et à les prendre en charge. Nous avons la collaboration internationale qui sont des cadres d'échange, qui permettent des cadres d'échange grâce aux partenaires techniques et financiers qui permettent de pouvoir discuter sur les avancées, proposer des solutions
et vraiment faire un partage d'expériences qui vont nous permettre de pouvoir lutter plus efficacement contre cette maladie. Enfin, nous avons la sensibilisation accrue, que ce soit sur site, que ce soit à travers les médias, les technologies de l'information et de la communication, qui nous permettent vraiment de pouvoir parler en long et en large de la tuberculose comme nous le faisons aujourd'hui. Et sur ce diapo, tout en remerciant la Fondation Solutions et Santé Calkis qui nous a associés à ce webinaire et nos prédécesseurs, professeur Michel et docteur Seri, pour leurs enseignements riches. Nous vous remercions pour votre attention. Donc, merci beaucoup, Dr Siambo, pour nous avoir brossé ce tableau des différentes mesures préventives qui peuvent être prises dans le cadre de la tuberculose. Normalement, nous devions terminer il y a quelques minutes, mais dont nous avons un tout petit peu débordé, le sujet étant tellement intéressant. Nous sommes vraiment désolés de cet inconvénient. Ce que nous allons faire, c'est prendre quelques questions. Et les questions, nous ne pourrons pas couvrir toutes les questions. Je vois qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs questions. Nous allons essayer d'en couvrir quelques-unes et voir s'il y en a beaucoup, si ces questions ne devraient pas être partagées avec les panélistes plus tard et ensuite les réponses seront envoyées aux participants. Mais je vais commencer par la première question. La première question nous vient de Dr Mbolo, Dieu merci, qui travaille avec le Programme national de lutte contre la tuberculose, la RDC, et sa question s'adresse au professeur Kassoua. Quelle attitude adopter en tant que prestataire devant un malade que je viens de diagnostiquer TB positif, mais je ne dispose pas des médicaments cure complète pour l'initiation de son traitement? Quels sont les dangers pour ce cas de figure et quelle attitude adopter pour préserver ses poumons étant donné la destruction irréversible du parenchyme pulmonaire causée par le bacille de Koch? Merci beaucoup, docteur Anifa. Merci à docteur Mbolo pour la question. C'est très embêtant, en effet, quand on a dépisté, on a fait tout l'effort pour dépister et puis il n'y a pas de médicaments. Ça, c'est très, très difficile à gérer. Bien sûr, vous pouvez instaurer des mesures de prévention. L'idéal, ce serait de trouver les médicaments. Rien ne peut remplacer les médicaments. Et de point de vue éthique, ce n'est pas acceptable que vous ayez dépisté, détecté un cas et vous ne l'avez pas mis en traitement. Donc, la réponse serait que les efforts doivent être redoublés à tous les niveaux pour s'assurer de la disponibilité des médicaments. Vous allez peut-être lui demander de porter un masque et tout ça, mais ça ne va pas interrompre la chaîne de transmission. Nous avons l'obligation de redoubler les efforts pour que les médicaments soient disponibles au niveau pays, mais au niveau des sites de prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, docteur Kassoua. La deuxième question s'adresse à docteur Soumaré. La question est en rapport avec les formes extra-pulmonaires de la tuberculose. Et cette question est la suivante. Est-ce qu'il y aurait des facteurs de risque qui puissent expliquer pourquoi certaines personnes feront une tuberculose pulmonaire et d'autres feront une tuberculose extra-pulmonaire? Quel est le profil, en fait, de ces patients-là? Merci beaucoup pour la question et l'intérêt que vous portez à cette présentation. En effet, on a remarqué dans notre pratique quotidienne une prépondérance assez importante de tuberculose extra-pulmonaire
que ce soit pleural, péricardique ou bien même neuroménager. Mais les terrains sur lesquels ces tuberculoses extrapulmonaires surviennent, c'est souvent sur des terrains d'immunodépression, avec en premier lieu l'infection à VIH. Donc, les sujets immunodéprimés, notamment à VIH, sont beaucoup plus sujets à faire ce genre de tuberculose extrapulmonaire. On peut aussi voir quand même une tuberculose multifocale chez des patients non VIH qui ne sont pas immunodéprimés, mais on se dit qu'il y a forcément un terrain d'immunodépression qu'on n'a pas pu guetter dans l'évaluation de la comorbidité qui est là. Parce qu'il y a aussi des cas rares d'immunodépression qui passent sous l'œil du clinicien, qu'on peut appeler déficit immunitaire acquis, par exemple. Ce sont des cas qui ne sont pas exceptionnels. Merci beaucoup, Dr. Soumaré. La prochaine question est pour Dr. Siambo. Y a-t-il un ciblage des populations clés du VIH pour le dépistage de la tuberculose? Merci pour la question. Et comme je l'ai dit, toutes les personnes PV-VIH que nous aurons, et nous devons faire en sorte de les screener. Nous voyons d'abord si le patient ne présente pas déjà même des signes de tuberculose active. Si c'est le cas, on met le patient sous traitement curatif. Si ce n'est pas le cas, on administre le traitement préventif de la tuberculose. Et comme je l'ai dit, au Burkina Faso, actuellement, ce sont les personnes nouvellement incluses que nous mettons sous traitement préventif de la tuberculose après exclusion justement d'une tuberculose active. Il n'y a pas de ciblage comme on le dit, mais tout patient que nous voyons, tout patient souffrant d'une maladie quelconque, surtout une maladie pulmonaire ou autre, nous faisons en sorte de demander systématiquement le dépistage du VIH pour voir son terrain. Et en fonction de cela, nous voyons ce qu'on peut faire, s'il faut lui donner un traitement préventif ou bien lui donner un traitement curatif. Merci. Merci beaucoup. Une deuxième question je pense que cette question est adressée à Dr. Kassoua. Que préconisez-vous pour retrouver le plus grand nombre de personnes présumées TB? Le micro, on ne vous entend pas. Ce que nous préconisons, je m'excuse, c'est l'accès, c'est améliorer l'accès aux services de santé au plus grand nombre. C'est-à-dire que les services de santé doivent être disponibles. Il faut éliminer toutes les barrières qui limitent l'accès aux soins. Ces barrières peuvent être géographiques, la distance, elles peuvent être financières, la gratuité des soins, et elles peuvent être culturelles. C'est-à-dire que généralement, vous verrez, surtout dans les milieux reculés, la femme nécessite l'autorisation de son mari pour aller à l'hôpital. Donc, une fois que vous avez éliminé toutes les barrières à l'accès aux soins, il faut que le service soit disponible. C'est-à-dire la disponibilité de services. Là, on travaille sur l'offre. Le patient ne doit pas avoir à faire plus de 5 km pour aller voir un médecin ou un prestataire de soins. Parce que chaque fois que l'individu fera plus de 5 km pour avoir accès aux soins, c'est que ces soins ne sont pas disponibles. Ensuite, une fois qu'il arrive, il faut que le service, l'offre de soins soit de qualité. Voilà de manière schématique ce qui devrait être fait. Donc, c'est vraiment rendre le service disponible partout et à tous, sans aucune barrière. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kassoua. On va prendre une deuxième question pour Dr. Siambo, puis une deuxième question pour Dr. Soumaré. Ensuite, nous prendrons les mots de la fin. Il y a beaucoup d'autres questions dans le chat et d'autres que j'ai reçues même par courriel. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je suis en train de lire. Donc, ce qu'on fera, c'est que les questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui, la liste sera envoyée aux panélistes. Une fois qu'ils auront répondu, on pourra partager avec toutes les personnes qui s'étaient inscrites à ce webinaire. Donc, la deuxième question pour Dr. Siambo, c'est en rapport avec les personnes le dépistage dont vous avez parlé
dans les prisons. Vous avez dit vous-même que les conditions de promiscuité font que la transmission, bien sûr, se fera plus facilement à plus grande échelle dans ce milieu-là. Qu'est-ce que vous faites alors lorsque une personne dans ce genre de milieu est détectée avec la tuberculose, sachant qu'il a une peine à finir? Comment vous faites pour la prise en charge de ce genre de personnes? Merci beaucoup pour la question. Il faut savoir qu'au niveau de toutes les prisons dans les différentes grandes villes du Burkina, nous avons des infirmiers qui sont au niveau de ces prisons et des CDT même, des prisons même qui ont leur propre CDT, voilà, avec l'infirmier qui gère tout en fait. Et lorsqu'un cas est détecté, on l'isole parce que c'est vrai qu'ils sont en prison, il y a la promiscuité, mais il y a aussi, bon, on dit que c'est pas bon d'isoler, mais on fait en sorte de mettre un peu le patient atteint à l'écart afin qu'il ne continue pas à contaminer les autres. Et on fait en sorte on le met sous traitement le plus tôt possible en fonction du résultat qu'on aura, si c'est une tuberculose pharmacosensible ou bien si c'est une tuberculose résistante. On le met sous traitement. On fait un screening des autres prisonniers puisqu'ils ont été en contact. Voilà. Donc, la REA-TB même est implémentée au niveau de toutes ces prisons-là. Et elle se fait de façon continuelle. Lorsqu'il y a des symptômes, on essaie de screener tous ceux qui sont là, qui toussent ou qui ont de la fièvre ou qui ont perdu du poids ou qui ont perdu l'appétit. On essaie de les screener, on fait des prélèvements et et en fonction de cela, on les met sous traitement, que ce soit préventif ou curatif. Voilà. À savoir que comme c'est dans les prisons, bon, le traitement préventif ira juste pour les patients PVVIH en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, docteur Siambo, pour votre réponse. Et donc, on va passer à la dernière question pour docteur Soumaré. La question est par rapport aux différentes techniques de diagnostic dont vous avez parlé. Il y en a beaucoup. Ma question est en rapport avec la formation. Qui est formé pour pouvoir utiliser toutes ces différentes techniques? À quel niveau sont-ils formés? Est-ce qu'au niveau universitaire, c'est quel type de formation qui est donné et à quel niveau? Alors, par rapport à ces différentes techniques, la formation se fait par atelier, séminaire, avec des réunions que l'on fait. Alors, souvent, c'est un rapport avec le laboratoire national de référence du PNT, c'est coordonné par le programme national de lutte avec son laboratoire national de référence qui a pour but de former les prestataires, n'est-ce pas, sur le plan du diagnostic biologique. Ce sont les techniciens de labo, ce sont les laborantins, les médecins biologistes aussi sont formés et même jusqu'au niveau des districts sanitaires, il y a, n'est-ce pas, des embranchements du laboratoire à ces niveaux-là. Sauf que bon, il y a certains appareils qui sont beaucoup plus retrouvés au niveau central plutôt qu'au niveau périphérique. En termes de formation, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus des ateliers que l'on fait, des réunions de formation sur une période bien déterminée pour les capacités à pouvoir, n'est-ce pas, avoir cette habitude de manipuler ces techniques de biologie, surtout les techniques de biologie moléculaire. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, après ces questions, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais avant de conclure, j'aimerais demander à chacun de nos panélistes de conclure, de dire un dernier mot. Je commencerai par Dr Soumaré. Bien évidemment, étant le plus jeune, je me dois même de parler en premier. Et merci beaucoup à Dr Hanifa d'avoir initié ce webinaire qui est vraiment une première et vraiment j'espère que cela pourra vraiment être pérennisé dans le terme. Merci à Calkis Health Solutions. Nous remercions également nos co-panélistes
qui m'ont appris énormément de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan de la prise en charge de la tuberculose et sur le plan de sa prévention. Merci, n'est-ce pas, aux internautes qui nous suivent également. Et c'est sur ces mots-là que je conclue. Merci. Merci, docteur Soumaré. Docteur Kassoua, qu'est-ce que vous avez à nous dire comme mot de la fin? Merci beaucoup, docteur Hanifa. Merci à la Fondation pour ce webinaire. Et je pense que mon prédécesseur a tout dit, que c'est une très belle expérience de partager avec tout le monde un peu aujourd'hui sur la tuberculose. On pourrait parler de la tuberculose toute la journée, toute la nuit. Et même à travers les questions qui sont dans le chat, ça montre un peu l'intérêt qu'il y a pour la tuberculose. Mais il y a une question importante sur laquelle j'aimerais dire un mot avant de conclure, c'est que comment mettre fin à la tuberculose? On peut avoir tous les médicaments, on peut avoir tous les outils diagnostiques, mais je pense que la lutte contre la pauvreté, c'est la principale action qui doit être faite. Ce n'est pas pour rien que la lutte contre la pauvreté est le premier des objectifs de développement durable. Les stratégies doivent être claires. C'est de pouvoir donner à tous l'accès aux services de base, à la formation, à l'éducation, à l'accès à l'emploi, la protection sociale, diminuer la pauvreté. Ailleurs, pour ne pas dire en Occident ou en Amérique, au Canada, ce qui a réduit la tuberculose, qui tuait depuis le XVIIIe siècle. La tuberculose a beaucoup tué. C'est une maladie qui était vraiment tueuse. C'est l'accès aux richesses, c'est le développement qui a réduit, qui a diminué drastiquement la tuberculose. Donc, j'insiste que les politiques doivent mettre en place des stratégies pour réduire la pauvreté de manière concrète, des stratégies pour le développement, donner l'égalité et de l'accès, la même chance, égalité et équité dans l'accès à la formation à tous, protéger les plus vulnérables. Voilà comment on pourra mettre fin à cette maladie. Nous avons espoir que nous allons travailler en Afrique subsaharienne sur des politiques qui vont créer des richesses, et ces richesses permettront à notre population d'avoir accès à l'emploi, accès au travail, et ainsi réduire la pauvreté de manière concrète, et nous allons pouvoir éliminer cette maladie. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Kassoua. Docteur Siambo, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour conclure? Vraiment, merci beaucoup de m'avoir associé à ce webinaire. Merci au professeur Michel, merci à docteur Seri, et merci à la Fondation Calkis vraiment pour cette initiative que nous espérons que vous allez pérenniser. C'est difficile de parler après, professeur, parce qu'il a tout dit. Le nerf de la guerre, comme on le dit, le nerf de la tuberculose, c'est la pauvreté. Voilà. Donc, tant que les populations ne vont pas manger à leur faim, ne pourront pas être logées dans des conditions décentes, ne pourront pas avoir accès aux services de soins de façon gratuite et optimale, il va être difficile, malgré toutes les recherches, malgré tous les progrès, malgré les vaccins, malgré les traitements, de pouvoir venir à bout de cette tuberculose. Donc, nous espérons qu'ensemble, nous allons pouvoir intensifier, que ce soit la sensibilisation et toutes les mesures dont nous avons parlé ici, que nous allons mettre dans la main, travailler à pouvoir sensibiliser le maximum de personnes et leur montrer que c'est possible, effectivement, de pouvoir mettre fin à cette maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais conclure maintenant en commençant par remercier très chaleureusement les panélistes pour avoir consenti à donner leur temps pour ce webinaire et à partager leurs connaissances et expertise aujourd'hui. Un grand merci à tous les participants à ce webinaire pour votre participation, votre présence, vos questions. Je m'arrête ici et souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Merci. Merci.